Merci à tous et merci évidemment aux organisateurs de ce colloque. Alors hier, beaucoup d'intervenants ont commencé en expliquant que peut-être l'intitulé serait revu dans le texte écrit. Quant à moi, alors non, l'intitulé, quelque inélégant qu'il soit, correspond bien à la communication. En revanche, je crains quand même de vous décevoir un petit peu, d'autant qu'on a des spécialistes de la gestion et que ici j'entends sans doute le terme de gestion dans un sens un peu particulier. Alors vous allez voir, j'essaye d'opposer l'idée de gestion à l'idée de détermination. Et donc je préfère vous prévenir tout de suite, voilà, pour que vous ne soyez pas trop gravement déçus. Ainsi, je ne parlerai pas tellement de ces formes de normativité un peu diffuses qui nous commandent par exemple telle discipline alimentaire, tel comportement voilà, de ce que l'on peut appeler le management du corps. En fait, je ne vais pas vraiment parler de ça, peut-être un petit peu, mais de manière détournée. Et alors, je ne parlerai pas non plus du corps, en fait, au sens que Foucault a donné à certaines notions au singulier, comme ça, par exemple, évidemment, avec la sexualité. C'est-à-dire que je ne parlerai pas, du moins dans un premier temps, du corps en tant qu'enjeu politique, qu'enjeu économique. Je voudrais parler plutôt des corps, donc au pluriel, dans leur infinie diversité, qui, à mon avis, interrogent de manière très intéressante justement la question de la norme, justement parce qu'ils sont divers, justement parce qu'on ne peut pas les réduire à un seul corps. Et donc finalement, les corps, c'est mon corps, ou c'est ton corps, ou le corps de quelqu'un, un corps que l'on habite, quoi, et pas la notion de corps dans l'idée que ça pourrait représenter un certain discours précis et un discours aussi de pouvoir. Même si tout ça est très intéressant, simplement je pars des corps dans leur diversité. Du coup, dans l'œuvre de Foucault, il y a forcément un point qui a retenu davantage mon attention et qui est étonnant en fait dans l'œuvre générale de Foucault, cette fameuse conférence radio prononcée à l'époque où sortaient les mots et les choses sur le corps utopique. Et c'est vraiment pas représentatif sans doute de l'œuvre de Foucault et du rapport de Foucault au corps, parce que pour le coup, quand on écoute cette conférence, on pourrait presque dire que Foucault il fait de la phénoménologie, quoi. Il est là en train d'expliquer voilà ce que je sens. Alors mon corps, il est d'abord dans un autre lieu, puisque il est saisi par celui qui me regarde, mais moi, dans le miroir, je le vois que par fragments. Par exemple, je ne peux jamais voir ma nuque. Enfin, des choses qui sont quasiment phénoménologique et donc plutôt étonnante dans l'œuvre de Foucault. Donc je profite de ça pour me présenter un peu mes excuses aux spécialistes de Foucault qui pourront très certainement me dire mais là c'est un Foucault particulier, c'est un moment et c'est pas représentatif de sa pensée à ce propos. Donc mes excuses. Donc ce corps-là, c'est la première chose que je voulais vous dire, prendre quelques précautions pour ne pas vous décevoir. Et je voulais aussi franchement vous dire quel a été un peu l'objet et la méthode de cette communication. J'ai voulu partir de constats donc, qui pourront peut-être vous apparaître enfoncer des portes ouvertes. Clairement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, notamment en droit, puisque moi je suis juriste à la base, donc quels phénomènes juridiques peuvent interroger le corps et les rapports de ce corps à la norme? Et à partir de ces constats, qui seront du coup plutôt pessimistes, parce que je relève des problèmes là-dedans, essayer de dégager des solutions. Je sais aussi que certains critiques de Foucault lui reprochent justement cette pensée plutôt pessimiste et considèrent que finalement il n'y a pas de solution. Le corps c'est peut-être un refuge, mais comme on est toujours en train d'exercer, même soi-même de participer à une forme de domination, il n'y a pas d'issue pour la liberté. Et certains interprètent Foucault dans ce sens-là en disant mais c'est une pensée qui est très pessimiste finalement. Et je ne crois pas en fait que ce soit le cas. Peut-être qu'on peut dégager quelques pistes, quelques solutions face à ces constats qui sont des problèmes contemporains. Donc voilà un peu le projet, si vous voulez. Et alors à l'intérieur de ce projet-là, encore une fois en bonne juriste peut-être, j'ai distingué deux axes. Donc dans un premier temps, il m'a semblé que la norme qui était plutôt une norme juridique agissait comme un troisième terme
entre le rapport qu'une personne a à son propre corps. Et là, c'est vraiment la question du droit à l'autodétermination, comme on en parle basiquement. Et dans un second temps, on a une norme peut-être un peu différente, un peu plus diffuse, qui régit le corps directement, immédiatement, comme si c'était un objet que l'on pouvait saisir en direct sans forcément passer par le pouvoir qu'a la personne sur son propre corps. Donc voilà. La première partie, donc, concerne ce corps qui serait un corps approprié. Et pour intituler cette partie d'une manière qui me permette de développer aussi la solution qui correspondrait peut-être au problème, j'ai appelé cette partie donc le corps approprié, de l'autodétermination à l'autogestion. Donc je sais bien que l'autogestion est un terme bien connoté. J'assume, tant pis, ça peut être un peu provoque comme ça, mais peut-être ça suscitera les débats aussi. Le constat, il est finalement assez simple. Le constat, c'est que le droit à l'autodétermination, qui est un droit que l'on met en avant de plus en plus, donc ce qui est un droit de chacun sur son propre corps, conduit la norme ou repousse un peu la norme du côté de la gestion globale du divers. Alors, je vais m'expliquer sur ces termes-là. Le droit à l'autodétermination de son corps, il se manifeste à travers un certain nombre d'exemples juridiques qu'on pourrait développer, l'euthanasie, la gestation pour autrui, le changement de sexe, des situations d'ailleurs concrètes qu'on met un peu dans le même sac là, du point de vue de l'autodétermination, mais qui ne correspondent pas forcément à des réalités comparables. Ne serait-ce que parce qu'il y a des cas pour lesquels le débat est passé, par exemple le changement de sexe. On trouve plus grand monde aujourd'hui pour dire qu'on ne peut pas permettre à une personne de changer de sexe. Alors évidemment, en termes de technique juridique, on peut encore critiquer les moyens par lesquels on va accéder à ce changement, mais au fond, le débat ne porte plus tellement sur faut-il ou non permettre à des personnes de changer de sexe. Sur la gestation pour autrui, évidemment, on est en plein là, dans le débat, même moral, faut-il ou ne faut-il pas permettre ces pratiques. Donc on fait un groupe, mais qui est sans doute très hétérogène avec ces situations-là. Le droit à l'autodétermination est un droit dont on a commencé à parler au niveau européen avec la très célèbre affaire Preti, et la Cour européenne des droits de l'homme a défini le droit à l'autodétermination comme la faculté de traiter son corps conformément à ses choix, y compris si cela doit conduire l'individu à porter atteinte à son intégrité corporelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un droit, en fait, qui ne se manifeste que dans les moments où on pourrait se causer un mal à soi-même, en fait. Ce qui situe, selon moi, ce droit du côté de l'appropriation, c'est ce qu'il implique pour le futur. C'est-à-dire que dans l'idée de détermination, si on réfléchit au sens de cette idée de détermination, c'est pas seulement l'idée de dire maintenant je veux faire ça à propos de moi-même, c'est quelque part une projection aussi, c'est le fait de dire je veux maintenant manifester une volonté qui va engager mon corps dans un laps de temps qui sera plus ou moins long, une série de transformations physiques, tel ou tel lien de filiation ou tel élément de mon état civil qui sera affecté à l'avenir par la volonté que je manifeste au présent. Et alors, ça, pour moi, c'est un élément qui rapproche la situation du corps donc d'une situation d'appropriation. Bien souvent, les défenseurs du droit à l'autodétermination se protègent justement contre cette idée de faire de l'autodétermination un droit de propriété sur le corps. C'est-à-dire que, immédiatement, quand on parle de propriété sur le corps, on est catégorisé aussi dans la critique de l'autodétermination, parce que ceux qui posent l'autodétermination disent non, il ne s'agit pas du tout de transformer le corps en objet, il ne s'agit pas de le marchandiser, ce n'est pas la question. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme rattache ce droit à l'autodétermination à l'article 8. Donc c'est un droit de l'homme qui n'est pas du domaine du patrimonial. Et donc il ne s'agit pas du tout d'une manière de droit de propriété de la personne sur son corps.
Alors, quoi qu'on puisse répondre finalement assez simplement à cet argument sur le rattachement à l'article 8, parce que donc l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme protège, comme on le sait, la vie privée. Autour de la vie privée, il y a des tas de droits qui sont devenus patrimonialisables, par exemple le droit à l'image. Et donc, ce n'est pas tellement un argument qui est si fort que ça. Néanmoins, effectivement, il y a quelque chose d'irréductible, c'est que le corps, oui, n'est pas une chose comme les autres. Alors, parfois, il peut être traité à l'occasion, en tout cas pas comme une personne. Donc oui, il y a de la chose là-dedans, mais c'est quand même pas une chose comparable à telle bouteille d'eau, tel micro, enfin telle maison. Voilà, c'est pas comparable. Et c'est pour ça que je crois effectivement que parler de droit de propriété à l'égard de son propre corps, c'est un peu abusif. Néanmoins, il y a ce processus d'appropriation qui serait en marche, justement à cause de cette projection, de cette manière qu'on a de s'approprier l'avenir aussi. De dire, je décide maintenant pour des choses qui vont se passer à propos de mon corps dans un temps indéterminé. On voit donc assez bien ça, notamment alors à propos du changement de sexe. Je pars de l'exemple, je pense, le moins polémique aujourd'hui, le changement de sexe. On a vu dans la jurisprudence qu'il y avait eu une évolution. C'est très net et qui est assez conforme à des choses qu'avait décelé Foucault. On est parti d'une vérité biologique, c'est-à-dire au début on disait non, on ne peut pas changer de sexe parce que quelles que soient les opérations, quelle que soit l'apparence, quel que soit le sentiment, il y a une vérité génétique, il y a un ADN qui fait de vous un homme ou une femme, et donc le droit n'a pas à tenir compte des changements de votre apparence, de votre état psychologique ou autre. Ça, c'était la solution de base. Après, il y a eu des ouvertures qui sont bien connues. Donc, on est passé de ça à une recherche d'une forme de vérité biologique, au sens où il y a ce syndrome transsexuel qui est une condition du changement de sexe, et où aussi, pendant longtemps, on exigeait du coup une opération médicale ou une opération au sens de traitement hormonal suffisamment poussé pour que le changement soit irréversible. Et on est passé aujourd'hui à une phase complètement sociologique finalement du changement, puisque donc c'est le nouvel article qui dit que la seule condition pour changer de sexe à l'état civil, c'est d'établir la réalité du syndrome transsexuel, laquelle réalité ne s'établit plus nécessairement par un examen médical. Concrètement, c'est la manière dont la personne qui demande le changement de sexe à son état civil se présente publiquement qui va attester de la réalité de ce syndrome. Donc la norme juridique, là, vraiment, a progressé selon un itinéraire que Foucault avait pu déceler à propos de bien des phénomènes, cette espèce d'évolution-là, d'investissement différent de la vérité. On cherche la vérité sur d'autres critères. Il y a deux niveaux d'analyse, je pense, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais qui au contraire doivent s'ajouter l'un à l'autre. D'abord, on peut se féliciter, là, je pense très franchement, on peut se féliciter du fait qu'on n'exige plus cette opération médicale parce que, oui, d'un point de vue du respect de la dignité de la personne, lui imposer une opération stérilisante, déjà c'est un acte médical lourd, donc c'était quand même assez problématique. D'un autre côté, si on veut faire un peu les râleurs et jouer à l'esprit critique, on pourrait dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un gain de liberté à remettre entièrement la possibilité du changement de sexe à une attitude sociale? Concrètement, est-ce que les autres m'ont bien identifié comme appartenant à tel sexe ou tel autre? Et en fonction de ce que les autres ont reçu, c'est ça qui va déterminer finalement la réalité du syndrome transsexuel. Donc là, c'est une simple question, mais est-ce que vraiment c'est plus libérateur de passer par ce que disent ce que dit l'ensemble social de mon corps? À propos de la gestation pour autrui, l'exemple est évidemment assez différent parce que la possibilité est encore très contestée. Donc l'interdiction était apparemment stricte, fondée sur l'ordre public international français. Et puis, petit à petit, on en est venu à considérer que le statut des enfants nés de mères porteuses à l'étranger était problématique et que sanctionner les enfants d'un détournement du droit accompli par leurs parents, ça pouvait être finalement assez injuste. Et tout récemment, on a vu la Cour de cassation dans les développements de l'affaire Ménessonne, qui est vraiment l'affaire qui
qui symbolise le mieux l'évolution de cette question de la gestation pour autrui en France. Tout récemment, la Cour de cassation a posé une question à la Cour européenne des droits de l'homme en lui demandant si on pouvait reconnaître un statut à la mère d'intention. Donc là, on a franchi, à mon avis, mais je crois de l'avis de la doctrine, on a franchi un nouveau cap, puisque là, c'est plus seulement le statut de l'enfant, c'est le statut de la mère d'intention qui est directement questionné. C'est moins évident comme exemple sur l'évolution. Alors, on pourrait refaire le parallèle évolution biologique, et puis là, on en serait peut-être au stade évolution de la vérité psychologique, qui se sent vraiment le parent, qui investit cette parentalité. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est de se demander à nouveau quel est le gain réel de liberté, si on part de cette optique-là, de l'idée que, oui, il y a une forme de liberté qui est un élément même de la dignité humaine à propos de son propre corps. Et donc, oui, il y a la liberté, si vous voulez, sous la forme du droit à l'enfant, cette espèce de droit subjectif nouveau, qui serait la possibilité d'avoir un enfant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi? Et alors là, la question est beaucoup plus ouverte que dans le changement de sexe. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi dans le fait de poser l'idée que la norme peut dépasser complètement le corps? C'est-à-dire qu'il y a ce que le corps peut, ce dont il est capable, et puis il y a ce que l'on décide de permettre. Alors voilà, là j'ai pas du tout de réponse. J'espère peut-être que vous avez aussi un avis pour m'éclairer là-dessus, mais c'est pas évident de savoir si véritablement là il y a un gain ou s'il y a au contraire une atteinte. Voilà. Sur ces faits-là, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, mais... Il vous reste 13 minutes. Ok. Donc, sur ce constat-là, il faut qu'on en ajoute un autre pour pouvoir dire qu'il y a un problème avec les normes, parce que là, j'étais plutôt du côté de ce droit à l'autodétermination. Sur ce constat-là, il me semble qu'on peut ajouter une analyse qui est de dire, finalement, on a confié la détermination, par l'autodétermination, aux personnes. Et on confie la gestion à la norme. C'est-à-dire que, si vous voulez bien admettre que la gestion suppose un rapport à l'instant présent, contrairement à la détermination qui suppose qu'on puisse se tourner vers l'avenir, la gestion, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, j'ai telle possibilité, je suis dans telle situation, il faut que je réagisse et que je m'adapte. Et donc, par un effet un peu bizarre, on a confié à propos du corps la gestion à la norme, c'est-à-dire le fait de dire immédiatement si ça on peut le faire ou pas à la norme, et on a confié la détermination, donc il y a quelque chose de beaucoup plus engageant dans cette perspective d'appropriation, à la personne. Pour ce que cette analyse vaut, elle me paraît quand même au moins intéressante parce qu'elle soulève cette question-là du rapport à l'immédiat, du rapport au corps, et même de la possibilité, est-ce que ça a un sens? Est-ce que la norme ne se supprime pas elle-même si on lui confie la gestion de l'immédiat? Peut-être que la norme n'est pas du tout là pour ça, que la norme est là pour fixer un cadre général, et que dans l'immédiat, c'est peut-être à la personne d'assumer la gestion, c'est-à-dire à la personne de dire concrètement, là, je vais faire ça maintenant, et la norme fixera un cadre général. Alors bien sûr, c'est qu'une piste de solution, parce que j'imagine déjà qu'on pourrait dire, concrètement, c'est bien joli, mais alors comment je fais? Comment je fais pour reconfier la détermination à la norme et confier la gestion à la personne? Et là, je ne sais pas, ça implique nécessairement un choix pour la norme, c'est-à-dire de fixer un cadre minimum d'interdit, de dire voilà, ça c'est la limite extrême, ce que fait un peu l'article 16 déjà du Code civil à travers la notion de dignité. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir uniquement de ça, dire voilà, toutes les limites à propos du corps, c'est la dignité. Dès lors qu'on n'est pas en train de mettre en danger la dignité, c'est la personne qui gère, qui fait de l'autogestion de son corps. Et évidemment, ça ne résout pas tout, parce que dans ce cas, on va reporter le débat sur qu'est-ce qui porte atteinte à la dignité ou pas, évidemment. Il n'empêche que ça permet d'interroger ça.
Donc je passe, là j'avais, mais ce sera dans le texte écrit, une petite réflexion là sur l'influence déterminante de Canguilhem aussi sur la pensée de Foucault dans cette détermination de ce qui est normal. Et juste pour synthétiser vraiment ces pages-là, la chose que l'on peut retenir, qui est très importante je pense de Canguilhem, c'est cette idée que la normalité, se fonde sur l'aptitude à faire participer l'anormal à la normalité. C'est-à-dire il définit, alors lui du point de vue médical, pour Canguilhem, le corps sain, c'est celui qui se débrouille finalement avec la maladie. Qui fait que voilà, bon, j'ai un rhume, mais mon corps va mettre en place des processus pour équilibrer. Alors que celui qui n'est pas en bonne santé, c'est celui qui va être incapable de dépasser cette anormalité qui est représentée par la maladie. Et du coup, je laisse ça un peu en suspens parce que j'ai pas le temps de développer, mais ça, c'est très intéressant, je pense, pour comprendre aussi Foucault et le rapport aux anormaux. Il s'agit de distinguer, mais finalement peut-être de distinguer aussi pour protéger. De distinguer, pas pour marginaliser, mais de distinguer pour dire, finalement, on a besoin de ces situations-là pour établir la norme. Canguilhem dit vers la fin de son ouvrage que finalement, c'est l'anormalité qui est première, existentiellement parlant. On a une anormalité d'abord, avant tout, et c'est là-dessus qu'on construit l'idée de norme et la norme aussi dans ses applications concrètes. Donc ça paraît être intéressant, notamment quand on parle du corps. Et c'était ce qui fondait un peu cette idée d'autogestion du coup du corps. Voilà pour une première série de problématiques, et je vais résumer la deuxième partie. Combien de temps Il vous reste 9 minutes, okay. 1 minute maintenant. C'est large. Mais si vous voulez qu'on puisse échanger, il faudrait prévoir d'aller plus vite. Ok, je vais vite. Donc ça, c'était une première partie de réflexion autour du corps approprié, et donc ce mouvement qui irait de l'autodétermination à l'autogestion. Dans un second temps, je me suis posé la question du corps autobiographique. C'est aussi assez foucaldien, cette idée que finalement, il y a un discours sur le corps, et ça me paraissait important de réfléchir à ça parce que très souvent, on présente le rapport moderne au corps comme étant un rapport à l'image, c'est-à-dire on dit maintenant le corps est réduit à une image. Et Foucault, dans l'histoire de la folie, explique alors ce passage-là de l'époque de l'image, de l'imagination, à l'époque de la lettre et du langage, où finalement on crée un discours. Et ça me paraît intéressant de remettre ça en avant, parce que finalement, quand on dit que le corps est image, je veux dire, ce serait encore trop beau, qu'on ait toutes les ouvertures et toutes les possibilités de l'image seulement pour s'exprimer, tout le flou que ça peut impliquer aussi. Alors que le discours contraint aussi chacun à une forme de justification, de rechercher du sens aussi dans ce qu'on fait. Alors, il y a plein d'études en ethnologie, par exemple sur les tatouages. Voilà, je fais tel tatouage pour raconter tel élément de ma vie. Et là, c'est une normativité un peu plus diffuse qui s'exprime, qui positionnerait les personnes dans ce rapport-là à leur corps, de faire de leur corps un élément d'autobiographie. Mon corps est une manière de me raconter. Et du coup, je dois un peu me raconter, je dois trouver du sens, je dois trouver quelque chose du discours là-dedans. Et donc, le corps n'est pas seulement une image. Donc, encore une fois, je pense que ce serait nous donner plus de liberté, peut-être, que l'on en a, notre corps. C'est une image qui doit parler, en fait, ou que l'on somme un petit peu de raconter quelque chose. Donc, j'avais appelé cette partie le corps autobiographique, de l'identité à l'intimité. C'est un peu selon la même idée, c'est-à-dire que le problème viendrait de cet investissement très fort de l'identité et de l'autobiographie du corps. Et l'hypothèse, la recherche de la solution serait du côté de l'intimité, c'est-à-dire d'admettre aussi que pour protéger l'intimité, il faut lui laisser justement sa part d'ombre, sa part de secret, sa part de peut-être non expliquée. Donc voilà, je plus que résume, je passe sur tout ça. Mais j'espère qu'on pourra l'écrire pour en venir du coup au dernier point qui est un peu une forme de conclusion. C'est cette interrogation du coup sur les rapports entre la liberté, la vérité et l'intimité, puisque c'est de ce côté-là que je situerai les pistes de solutions.
Et ça aussi, ça se situe, je pense, largement dans les perspectives de Foucault. C'est-à-dire que le corps, il est sommé aussi de dire la vérité biologique, à travers les gènes, à travers les empreintes génétiques, à travers tous ces éléments qui servent à fixer notre identité à travers notre corps. Mais aujourd'hui, il est sommé au-delà de dire une vérité, voilà, du sens qu'on donne à sa vie, dans ce sens-là, l'idée d'autobiographie. Donc voilà, pour conclure simplement cette idée que finalement, pour préserver la liberté, il faut sans doute entendre les discours sur les anormaux, sur l'anormalité, mais dans un sens, il ne s'agit pas de tout mélanger, parce que je pense que la normalité est davantage préservée quand on distingue bien les discours. C'est-à-dire, oui, ça relève sans doute de deux ordres différents, ce n'est pas une simple échelle de valeur entre le normal et l'anormal, c'est deux choses différentes, mais par contre, la normalité, elle est le critère finalement de la normalité. À l'oral, ça ne fait pas très bien, mais sur le papier, ça se comprend. Voilà, du coup, je m'arrête là et je vous remercie.